Donc ici, on va commencer l'unité 1 de biologie. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1. Alors, le titre de la leçon, c'est Introduction à la biochimie. Introduction à la biochimie. Biochimie. Alors, on va faire grand A. On va parler des radioisotopes. Les radioisotopes. Ok, donc ça c'est le titre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la biochimie? En fait, la biochimie, c'est quoi? C'est la chimie appliquée à la biologie. Mais en fait, si on regarde de plus près, nous avons déjà dit que c'est quoi une cellule? Nous avons dit que la cellule, c'est le plus petit, c'est l'unité de vie la plus petite. La cellule est vivante. Et en tant que vivante, elle respire, elle mange, il y a des déchets qu'elle rejette, il fait rentrer des produits, il a une frontière, comme nous, par exemple, nous avons notre peau. Donc, il est active à l'intérieur. Donc, il a beaucoup d'activités. Et cette activité-là, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle fait de la chimie. Vous aussi, vous faites de la chimie chez vous. Par exemple, quand vous préparez à manger, eh ben, vous prenez du sel, vous prenez des huiles, vous prenez de l'eau, vous les mélangez, vous chauffez, vous regardez ce que ça a du goût ou non. Donc, ce qu'on fait, vous faites de la chimie, en fait. C'est la même chose. Alors, la chimie qu'on fait, bien sûr, que la cellule fait, on l'appelle la biochimie, ou bien chimie de la vie. Donc, biochimie, chimie, utilisée par les cellules. Et en général, par la vie, par les êtres vivants. C'est ça la biochimie. Alors, bien sûr, moi, je ne vais pas faire un cours de chimie parce qu'on va voir donc je peux effacer ici, on va voir un cours de chimie. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler de quelques caractéristiques très importantes. Par exemple, les radioisotopes. Les radioisotopes, ben, les cellules n'utilisent pas les radioisotopes. Les radioisotopes, ils sont utilisés par les humains pour comprendre la chimie pour comprendre les cellules en quelque sorte. Mais c'est quoi les radioisotopes? Alors, premièrement, on va faire un petit rappel sur les atomes. Un petit rappel rapide. Si j'ai un atome de carbone, qu'est-ce qu'il contient les atomes? Premièrement, il contient le nombre de protons, contient des protons, et des neutrons, ça vous les connaissez, et des électrons. Par exemple, quand je regarde le carbone, qu'est-ce qui me dit si je prends un élément? Qu'est-ce qui me dit c'est du carbone par exemple? Eh bien, c'est le nombre du proton. Le nombre de protons, c'est lui qui me dit j'ai un élément de carbone. Par exemple, si j'ai le nombre de protons, je prends un élément, je trouve que son nombre de protons est 12, eh bien, c'est le carbone. D'accord? Attends, non pas 12, mais 6. 12, c'est le carbone 12. 6. Si je trouve 6 protons, c'est du carbone. Si je prends l'oxygène, si je cherche combien de protons et je trouve 8, eh bien, c'est de l'oxygène. Alors, c'est quoi les isotopes? Eh bien, je peux avoir un carbone, mais qui a un nombre différent de neutrons. Bien sûr, le nombre d'électrons, là, on ne les compte pas parce que je peux toujours enlever des électrons à un élément pour qu'il devienne un ion. Donc, le nombre d'électrons ne peut rien me dire. Par exemple, si je prends l'oxygène ou je prends le sodium, ben, le sodium, je peux lui enlever un électron, il se restera du sodium. Pourquoi? Parce que le nombre de protons ne change pas. Alors, le nombre de neutrons, donc les électrons n'ont rien à voir avec l'élément, c'est le noyau qui a à voir avec l'élément, qui détermine l'élément. Les neutrons, eux, non plus ne déterminent pas l'élément. Eh bien, je peux avoir un carbone qui a toujours le même nombre de protons, mais qui a un nombre différent de neutrons. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les isotopes. Donc, les isotopes, un isotope est un atome qui a un nombre différent de neutrons qu'un autre atome. Donc, c'est ça les isotopes. Les isotopes, c'est que, par exemple, le carbone, j'ai le carbone, alors on va faire des exemples. Exemple d'isotopes. Donc, isotope, exemple d'isotopes. Le plus qu'on connaît, ben, on connaît toutes, mais le plus
celui que tout le monde connaît, le carbone. Par exemple, j'ai le carbone qui a 6 protons et il a 6 neutrons. C'est pour cela que 6 plus 6, ça fait 12. Mais on a un autre, donc celui-là, il a combien? Donc je vais le mettre ici. En fait, ça c'est le nombre de protons, ça c'est le nombre de protons plus les protons. Donc ce carbone-là, il a combien? 6 protons, 6 neutrons. Mais on a un autre, c'est 6,14. Ce 6,14, il a quoi? 6 protons, 8 neutrons. C'est pour cela que c'est un carbone. La même chose que pour l'oxygène. On peut trouver des isotopes d'oxygène, des isotopes de phosphore, des isotopes de l'iode, de barium. On peut trouver plusieurs isotopes. Maintenant, les radioisotopes. Alors, les isotopes, puisqu'ils ont plus de neutrons, ils sont trop lourds. Et ils ont tendance à quoi? Parce que plus on est lourd, plus on a d'énergie, plus on est instable. Ça, c'est une règle de la physique, c'est une loi de la physique. La loi de la physique, ça me dit, c'est plus tu es lourd, plus tu es instable. Et plus tu as de chances de te casser, en fait. D'accord? Donc, on va les enlever. Donc, ça, on a parlé des isotopes. Maintenant, c'est quoi les radioisotopes? Radioisotopes. Eh bien, ce sont des isotopes qui sont lourds, qui ont plus de neutrons, et qui vont se désintégrer. Se désintégrer, ça veut dire se casser. Radioisotopes, ce sont des atomes avec un grand nombre, un nombre de neutrons supérieur à l'atome normal. Et par suite, il va se désintégrer. Et par suite, il a tendance à se désintégrer. Il a tendance à se désintégrer. Donc, quand un isotope, un atome est trop lourd, il dit, ben, par exemple, le carbone 14, j'ai 6 protons, il dit, j'ai 2 neutrons de plus, je ne devrais pas les avoir, et ben, je suis instable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en fait, rayonner ces 2 neutrons, et il va redevenir C612. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, tout ça, en quoi ça nous intéresse pour la biologie? OK? Alors, on va les faire ici. Des isotopes comme chronomètre. Qu'est-ce que les isotopes nous intéressent? Alors, on va écrire ici caractéristiques des isotopes. Voilà, c'est ça. Grand 2, les isotopes comme chronomètre. Ça veut dire chronomètre? Ça veut dire qu'on peut utiliser les isotopes pour mesurer le temps. Alors, le carbone 14, je mettrai ici, on l'appelle le carbone 14. Le carbone 14 est un isotope du carbone 12. Ok? Donc le C614, le C1, C12. Alors, bien sûr, ça c'est le nombre de masse, le total entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors ici, 12, en fait, c'est neutrons plus protons. C'est ça ce que ça veut dire. Donc 6, ça c'est 8. Est un isotope. Alors, qu'est-ce qui se passe à cet isotope-là? Il se désintègre. Mais en se désintégrant, en se cassant, il se désintègre lentement. Le carbone 14, C12, C614, se désintègre avec un temps de demi-vie, de 5380 ans. 5000, je crois. Hein. 5000, ouais, donc 5730 ans. 5730 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque 5730 ans, il y a la moitié qui disparaît. Alors, j'ai un schéma ici, pour le carbone 14, c'est ça le carbone 14. Par exemple, j'ai une quantité 100 grammes, il est là. Au début, par exemple, j'ai 100 grammes. Et à chaque 5000, il y a la moitié qui disparaît. Donc, si je suis ici la moitié qui a disparu, eh bien, c'est ça, c'est 5000. 5000 ans. Après un autre 5000 ans, il y a 25%, etc., etc. À chaque fois, il perd la moitié. À chaque 5000 ans. À chaque 5730 ans. Hein. 1730 ans. Alors, comment on utilise ça? Eh bien, il arrive
que le carbone 14, quand l'être humain est vivant, ou bien contre un organisme vivant, il absorbe du carbone 14 de l'atmosphère. D'accord? Donc, je vais continuer ici. Où est-ce qu'il est? Ici. OK. Tout organisme vivant absorbe du carbone 14. Absorbe du carbone 14. Comment il absorbe? Ben, bien sûr, dans la nourriture qu'on nous mangeons, dans l'air qu'on nous respirant. Okay? Les plantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, c'est la photosynthèse, donc ils prennent le carbone, le CO2 de l'atmosphère, et dans le CO2, il y a un peu de carbone 14. Il y a beaucoup, dans l'atmosphère, il y a beaucoup de carbone 12. C'est lui, hein, je crois 99% de l'atmosphère, c'est du carbone 12. Mais il reste le 1%, par exemple, du carbone 14. Donc, toute notre nourriture et tout, il y a un peu de carbone 14. Mais quand nous mourons, ou bien quand un organisme meurt, il ne mange plus de carbone 14 et le carbone 14 diminue. Il arrive qu'on sait quelle est la quantité que les êtres vivants ont au début. Donc, c'est ça. Tout organisme vivant absorbe du carbone 14 tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. En respirant et en mangeant. Et en mangeant. En respirant et en mangeant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il meurt? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La quantité de carbone 14 dans l'organisme reste constante. Donc ça, en mangeant, ça veut dire quoi? Donc, la quantité de carbone 14, de C14, est constante dans l'organisme. Est constante. C'est-à-dire, on peut la connaître. Est constante. Il suffit de prendre un organisme vivant, on pourrait mesurer combien de carbone 14 il a. Maintenant, quand l'organisme meurt, une fois mort, le carbone 14 diminue par désintégration. Diminue. Par désintégration. Par désintégration. Parce qu'il ne mange plus. Donc le carbone, nous aussi, hein, les êtres vivants, nous mangeons du carbone. Pourquoi la quantité est constante? Parce qu'il y a du carbone 14 qui se désintègre, qui disparaît. Mais en mangeant, on le récupère. C'est pour cela que notre quantité de carbone 14 est constante. Parce que le carbone 14, comme on a dit, il se désintègre. Donc en mangeant, le carbone 14 que nous avons dans nos os, dans notre peau, dans tout, il se désintègre. Il devient du carbone 12. Mais en mangeant, notre quantité reste constante. Alors maintenant, une fois mort, il se désintègre, il diminue, mais on ne mange plus. Donc la quantité diminue. Donc qu'est-ce qu'on fait? En mesurant la quantité de carbone 14 dans un organisme mort, on sait combien il a au début, parce que ça, il suffit de mesurer n'importe, par exemple, je veux dater le bois. Tout simplement, je prends n'importe quel arbre et je sais combien de quantité de carbone 14 est là. Donc, en mesurant la quantité du carbone 14 de l'organisme mort, et en la comparant avec la quantité qu'il devait avoir, s'il est vivant. Donc je vais effacer la quantité qu'il devrait avoir s'il est vivant. On peut savoir son âge. La quantité qu'il devrait avoir s'il est vivant, on peut savoir son âge. On peut savoir la date de sa mort. On peut savoir la date de sa mort. Alors bien sûr, la date de sa mort, ça doit être dans les milliers aussi, hein, puisque le carbone 14 diminue avec les milliers. C'est pour cela qu'on peut connaître les os, par exemple, d'il y a longtemps, les tissus, par exemple, quelqu'un qui est mort il y a 5 000, 10 000, 20 000, jusqu'à 40 000, jusqu'à 40 000 ans. Si l'organisme est mort plus que 40 000 ans, le carbone 14 ne peut rien faire. Donc, ça, c'est le carbone 14. On vient d'expliquer les isotopes carbone 14. Alors, autre chose qu'on peut faire avec les isotopes. Donc, ça, c'est grand 2, les isotopes qu'on chronomètre. Donc, on peut utiliser les isotopes
pour savoir la durée de vie de quelqu'un. Ok. Grand 2. Qu'est-ce qui nous permet aussi les isotopes? Comme des traceurs. L'utilisation des traceurs radioactifs. L'utilisation des traceurs radioactifs. Des traceurs radioactifs. Alors, que ça veut dire les traceurs? En fait, quand l'atome se désintègre, il émet de la lumière. Il émet des radiations, les radiations X. C'est pour cela qu'on vous dit. Alors, par exemple, quand vous allez partir, par exemple, à l'hôpital, et vous prenez les rayons, vous faites des images, en fait, par exemple, pour regarder ce que vous êtes cassé dans un os, c'est les rayons X. Mais les rayons X, ils proviennent de quoi? Ils proviennent, en fait, d'un radioisotope, d'une désintégration. Les rayons X proviennent des désintégrations. OK? Alors, c'est ce qu'on va écrire. On peut utiliser ces radiations pour suivre, par exemple. C'est pour cela que dans la médecine, par exemple, on utilise des radioactifs, des molécules ou bien des atomes radioactifs pour suivre, par exemple, la réaction chimique, comment il est, ou pour suivre quelque chose dans le corps. Donc, on va l'écrire. Alors, les radioisotopes émettent des rayonnements. Donc, je vais l'écrire dans une autre page. Les radioisotopes émettent des rayonnements. Généralement des rayonnements X. OK? Alors, cela signifie que les molécules contenant ces radioisotopes peuvent être suivies. Cela veut dire que les molécules contenant ces atomes peuvent être suivis. On peut les suivre. Voilà, pourquoi? Parce qu'il suffit. Alors, comme ça, la molécule devient comme si elle tient une torche. La molécule devient comme si elle tient une torche. Comme si elle tient une torche de lumière. Une torche et une lampe. Donc, il part et puis on peut la suivre. Hein, donc, on pourrait la suivre. Alors, ça, on va le voir. On s'était servi. On s'en sert pour comprendre les étapes. Alors, on se sert de ce truc. On se sert de ce mécanisme pour comprendre les réactions biochimiques. Par exemple, Par exemple, au lieu de donner, par exemple, à une bactérie, par exemple, au lieu de lui donner du carbone normal, on va lui donner du carbone 14. Pour elle, carbone normal ou carbone 14, elle s'en fout. C'est tout simplement du carbone. Et en mangeant ce carbone 14, par exemple, quand il va partir, le carbone 14 va se désintégrer. On peut savoir, voilà, par exemple, la bactérie à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. On peut suivre les réactions chimiques. Donc, les réactions biochimiques, comme la respiration cellulaire, c'est comme ça comment on comprend toute la respiration cellulaire. On marque les molécules d'ADN, on utilise la réaction cellulaire. Okay. Alors, où est-ce qu'on utilise aussi les radioisotopes? On les utilise aussi. Pour marquer l'ADN, les protéines, pour marquer l'ADN ou les protéines. Et on va voir qu'il y a un cas, par exemple les protéines, on sait que dans les protéines, il y a le soufre. Alors, par exemple, je veux suivre les protéines. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur donner du soufre, le radioactif du soufre. Par exemple, dans l'ADN, je sais qu'il y a du phosphore.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre l'ADN. Je vais lui donner, par exemple, au lieu à la bactérie ou l'organisme que j'étudie, au lieu de lui donner le soufre normal, je vais lui donner du soufre radioactif. Pour lui, le soufre, c'est du, pas le soufre, le phosphore, par exemple, c'est du phosphore. Le P, c'est du P. Que ce soit radioactif ou non, ça change rien pour lui. Hein. C'est comme vous, par exemple, vous achetez une torche. Parfois, s'il est rouge ou noir, ça vous fait rien du moment qu'il va s'allumer. Donc, la couleur ne vous intéresse pas. La même chose que pour l'ADN. Le phosphore, c'est du phosphore. Qu'il soit radioactif ou non, ça ne le dérange pas. OK? Donc, on utilise ça comme traceur. Donc, ça, c'est l'autre cas. On utilise les radioactifs. Quatrième cas, on utilise les radioactifs. C'est dans la médecine nucléaire. La médecine nucléaire. Alors, ici, dans l'utilisation des traceurs, on utilise des radioactifs qui sont très légers, faibles. Faible dose. Parce que quand même, ils mettent les rayons X, et vous savez que les rayons X sont dangereuses, mais quand on émet très peu de lumière, très peu de rayons X, ça sent rien. Dans la médecine nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut utiliser les radioactifs pour guérir des maladies, par exemple, ou pour déterminer des maladies. Alors, donc, la médecine nucléaire, c'est, on utilise, donc je vais effacer tout ça, on utilise des doses importantes, c'est-à-dire fortes, radioactives, on utilise des radioactifs, des isotopes radioactifs, des isotopes radioactifs, pour détecter des maladies, ou combattre des maladies, Alors, exemple. Par exemple, la thyroïde produit les hormones de croissance. Vas-y. Alors, la maladie de la thyroïde affecte environ... Alors, la maladie de la thyroïde peut être détectée en utilisant l'iode, en utilisant l'iode 131. C'est un isotope. L'iode 131. L'iode, je vais mettre ici, l'iode 131. C'est un radioactif, lui. Alors, la quantité absorbée d'iode, à partir de la quantité absorbée, on peut déterminer la maladie. À partir de la quantité absorbée, on peut savoir si la thyroïde est malade ou non. On peut savoir la maladie. Ou bien l'état de la thyroïde. On peut savoir l'état de la thyroïde. On utilise aussi les isotopes pour tuer, par exemple, les cellules malignes, les cellules cancéreuses. Donc, on utilise aussi les rayons X des cellules, des isotopes, parce que les rayons X des isotopes ne sont pas très forts, des isotopes pour tuer des cellules cancéreuses. Sans toucher les cellules voisines. Donc voilà pour les isotopes. Je vous ai donné tout ce que vous devez savoir sur les isotopes, parce qu'on va utiliser ça au fur et à mesure, par exemple dans la recherche de l'ADN, etc. Donc voilà, j'arrête ici parce que la vidéo est déjà trop longue.